L'extrême gauche menace, l'extrême gauche casse, l'extrême gauche tue. Oh putain, Quentin. il y a Jordan Florentin sur le plateau, vous le voyez pas à la caméra, mais il y a Jordan Florentin, il est en direct. Il y a aussi Eric Nolot, que vous voyez, ah si vous voyez ici, mais à Jordan Florentin, il est venu en costard cravate. Il est venu en costard cravate. Il est mort, il avait 23 ans, tué, assassiné peut-être, par l'extrême silencieux. Il préfère écrire une tribune contre Charles Aloncle, publiée la semaine passée dans le journal Le Monde. Emmanuel Macron a pris la parole sur son compte Twitter. Je regrette qu'il n'ait pas nommé le danger de l'extrême gauche, mais le simple fait qu'il intervienne si tôt montre son inquiétude, sans doute, sur le climat qui règne aujourd'hui en France. Climat insurrectionnel, sinon encouragé, du moins toléré, par deux de ses anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui ont fait élire les députés de la France Insoumise en 2024 au nom du barrage républicain. Ah, les mêmes attaques. L'extrême gauche lynche, l'extrême gauche intimide, et répétons-le, l'extrême gauche tue. Puisse la mort de Quentin ouvrir les yeux à ceux qui, par complaisance ou par lâcheté, à l'université ou dans la rue, un peu partout, répandent la haine et la violence. Il est 9h, Alice Sommerer. Ah, c'était long ça. Putain, ils veulent vraiment en faire le Charlie Kirk français, je te jure, c'est... Oh là 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 là. Attendez, je vais écouter la chronique là. Ça, c'est une folie. Les amis, on va écouter... vas-y, on va écouter tout le monde en fait. On va écouter tout le monde. C'est que... Là, il y a les titulaires. Je vous ai dit, ce week-end, il y avait que les remplaçants. Là, maintenant, on a l'équipe type. Jordan Florentin, la meuf, je sais plus c'est quoi son blaze. Eric Nolot, Sarah Sadman, le truc Touré, je sais pas quoi là. Il est aussi parfois chez Frontières. Et le grand Pascal Pro en numéro 10, les mecs. Tac, tac, il distribue les balles, mon gars, il distribue les balles. Idéas français, vous êtes le directeur de publication pour Frontières. C'est la Vous MSN venez régulièrement cauchemardesque. sur notre antenne, vous réalisez des reportages en immersion, vous Elisabeth intervenez Lévy, sur c'est des ça, thèmes ouais. sensibles comme l'immigration et les mouvements politiques, et vous étiez à Lyon ce week-end, donc vous étiez présent. Je voulais qu'on écoute immédiatement Laurent Nunez qui a pris la parole ce matin sur l'antenne de France Inter. Oula. L'avocat parle de lynchage et de guet-apens. Je crois que le lynchage à coup sûr, il y a un affrontement qui se termine par un lynchage. Plusieurs individus qui portent des Plus sur coups le côté droit. dont ils ne peuvent pas imaginer une seconde qu'ils ne sont pas mortels, ces coups-là. Ça n'est pas possible autrement. Ensuite, le guet-apens, ça suppose une préméditation. Voilà, le parquet le confirmera ou pas, mais ça semble la préméditation à ce point-là. Je n'en suis pas complètement certain. Par contre, le lynchage, évidemment, c'est manifeste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le procureur ouvre pour violence criminelle. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, il a également évoqué le mot RIX, qui est employé ici ou là. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Ça peut être vu comme une forme d'atténuation, ça fait penser à un affrontement entre bandes, là c'est beaucoup plus grave, ce sont des mouvances ultra qui recourent de part et d'autre, très souvent à la violence, et donc non, le mot RIX me semble un peu sous-estimer le phénomène. Et quand bien même ça aurait commencé par une rixe, ça se termine par un lynchage qui entraîne la mort d'un jeune homme de 23 ans. Donc c'est très grave. Donc pour moi, il n'y a même pas débat sur ce terme. Je trouve qu'il y a quand même un basculement. Monsieur Nunez dit les mots, c'est pas si fréquent dans l'espace médiatique. Il dit les mots contre les journalistes, parce que les journalistes parfois ont utilisé le mot RIX, et il dit clairement les choses. Je voudrais qu'on écoute Mathieu Devez qui raconte ou qui revient précisément sur... Ah mais ça se voit qu'il y a une communication du gouvernement, les mecs, hein. En fait, le but aussi du gouvernement, c'est de mettre à terre la France Insoumise, parce qu'il y a toujours cette hypothèse de RN versus LFI au deuxième tour. Maud Bréjon l'a dit ce matin, elle refuse un second tour RN-LFI. Qui d'autre que le gouvernement et Emmanuel Macron pour porter un mauvais discours pour incriminer Jean-Luc Mélenchon et leur faire perdre du terrain, les mecs, hein. L'objectif du gouvernement, c'est d'avoir quoi ? D'avoir le centre versus le RN. Tout simplement. Et ça va. C'est tant mieux pour CNews aussi, parce que si le gouvernement porte un discours qui incrimine la France Insoumise, tant mieux pour CNews, parce que ça leur mâche le travail, mais aussi, ça donnera un duel final, le centre versus le RN. C'est ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'ils veulent. Ce qui s'est passé. Mathieu On Devez. verra.
C'est une vidéo prise jeudi par un étudiant de Sciences Po Lyon dans l'amphithéâtre où se déroulait la conférence de Rima Hassan. On est 15 minutes avant l'arrivée de l'eurodéputé LFI et on voit 2 militantes du collectif. Attends, l'utilisation du terme lynchage, c'est pas anodin. C'est dans leur délire de racisme anti-blanc. Le lynchage, par essence, c'est un crime raciste négrophobe. Ça, c'est bien parlé aussi. Très bien parlé. Collectif féministe Némésis déployait une banderole. Il y est écrit « Islamo-gauchiste hors de nos facs ». Très vite, des étudiants de Sciences Po Lyon vont se positionner face aux militantes. Certains d'entre eux vont scander des slogans antifascistes. Quelques minutes plus tard, la situation dégénère. Certains militants antifa vont aller au contact des féministes, essayer de s'emparer de la pancarte. On rappelle qu'une des militantes a été violemment saisie par le cou et projetée par terre. Transportée à l'hôpital, elle souffrait de douleurs à la tête et de nausées. Elle a 12 jours d'ITT et maintenant je vous propose d'écouter l'étudiant qui a filmé ces vidéos. Il nous raconte ce qu'il a vu. 12 jours d'ITT pour un étranglement. Putain, mais c'est Baki ou quoi qui l'a étranglé? C'est quoi ça? 12 jours, mais wesh, on lui a arraché la gorge. Pas possible. Et entendu. Il y a eu, en l'espace de 5 minutes, un déferlement de violence. Au début, il n'y avait pas de contact physique, mais finalement, certains militants Le procureur a dit 2 jours. C'est ont vrai en commencé à en plus. venir aux mains. C'est vrai. Et tout ça s'est passé vraiment très rapidement. Ils ont À la menti. fin de la conférence, l'association étudiante en charge d'organiser le débat nous a demandé de faire attention en rentrant chez nous, puisqu'il pourrait y avoir des groupuscules d'extrême droite qui soient présents aux alentours de Sciences Po. On apprend donc que l'association à l'origine de la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon mettait en garde les étudiants contre de potentielles violences d'extrême droite, alors que Quentin a bien été lynché par des antifas. On peut s'interroger d'ailleurs sur ce que Rima Hassan fait dans Sciences Po Lyon et Ah là là, ça recommence. Ah là là. c'est pas le lieu de meeting politique et on peut s'interroger. Vous n'imaginez pas quelqu'un du Rassemblement National entrant dans les amphis aujourd'hui pour faire. Pourquoi elle a été invitée aussi, pourquoi il l'invite et il la traite comme une star. On dirait Sciences Po Paris a refusé. C'est entendu. Je voulais qu'on écoute Alice Cordier. Elle était hier soir avec Elliott Deval qui a fait une émission remarquable. D'ailleurs, hier soir entre 20h et 21h, vous étiez présent, Éric Nolot. Je voudrais qu'on écoute Alice Cordier, qui est la présidente du collectif Némésis, qui est un collectif féministe et qui est présenté comme un collectif à chaque fois d'extrême droite. Ce sont simplement des jeunes femmes qui défendent des idées féministes. Écoutez Alice Cordier. Face à des gants coquets, nous étions avec un drap, avec un simple drap, avec des inscriptions islamo-gauchistes hors de nos facs. Nous étions 7 jeunes femmes. 7 jeunes femmes âgées entre 20 et 25 ans. Pour Monsieur Mélenchon, ça c'est une agression. Pour moi, une agression, c'est ce qui est arrivé à Quentin, ce jeune homme catholique qui est venu simplement rendre service, protéger des jeunes femmes, puisqu'on est à un stade où, aux abords des réunions, puisque M. Mélenchon parle de réunions de la France Insoumise, il faut sécuriser des jeunes femmes, il faut une protection. Donc c'est qu'aux abords des rendez-vous de la France Insoumise, il y a des dangers. Ces rendez-vous sont dangereux. C'est ça hein, ce qu'il sous-entend lui-même d'ailleurs. Et on a vu les images de cette agression d'une violence inouïe, où on a Quentin qui est au sol, un homme est accroupi sur lui, en train de lui rouer de coups pendant que d'autres lui mettent des coups de pied. Voilà. Face à ça, nous, on était avec simplement des draps et des pancartes. Voilà. Donc si pour monsieur Mélenchon, c'est ça une agression, si pour monsieur Mélenchon, c'est ça une agression, moi j'ai une question à poser aux téléspectateurs. Qui sont vraiment les violents? Qui sont vraiment les violents? Non mais le regard face caméra, je suis désolé les gars, c'est le regard face caméra, c'est regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux. Qui sont les violents? Qui sont... Wesh, c'est quoi cette vidéo? Agression fasciste dans le sud de la France. Hier soir, plusieurs fascistes ont tabassé un militant de gauche. Ce lynchage a été revendiqué sur Telegram par des groupes fascistes qui affirment avoir lynché un membre de l'action antifasciste. Wesh, la gueule du tweet, il y a trop de répétitions là, non? Frère, c'est quoi les gars? Vous voulez que je vous dise quoi les mecs? Est-ce que ça ils vont en parler à la télé? Parce qu'il n'est pas mort? Évidemment personne ne va en parler à la télé. Mais bon. Il y a ça aussi. Ah il y a d'autres trucs. C'est fake. Attention aux IA. Ah vous pensez que c'est fake? C'est que c'est fake hein. À ce stade, l'enquête nous apprend juste que la victime était un pur néo-nazi qui défilait avec les plus grands racistes antisémites. Ah, j'ai déjà vu ça.
Par rapport à ce que nous disions sur Sciences Po Lyon tout à l'heure, c'est Sciences Po Paris qui rappelle que Sciences Po Paris a empêché la venue de Rima Hassan à Sciences Po Paris en novembre 2024 et a gagné devant le Conseil d'État le 29 novembre 2024 et a empêché également sa venue sur le campus de Menton le 2 février sans que cette décision ne fasse l'objet d'un recours. Jordan Florentin, je le disais, vous êtes journaliste, vous êtes vidéaste français, Il a même pas de carte de presse. Comment ça, il est journaliste, ce mec? vous êtes directeur de publication de Frontières et vous étiez à Lyon jeudi soir. Oui, je suis allé à la rencontre des militants et notamment des témoins oculaires qui ont vu toute la scène, qui sont des amis de Quentin. Et ce qui me dérange d'abord dans le récit qui est fait par certains médias, c'est le côté RITS. Une RITS, ça implique que les deux côtés sont partie prenante et que les deux côtés s'affrontent. Là, on n'est pas dans ce cas de figure. Et je prends vraiment pour les témoins pour ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'on est sur une quinzaine de personnes qui viennent bénévolement assurer la sécurité de ces jeunes femmes courageuses féministes. Hein, vous disiez, on les traite d'extrême droite, c'est juste des femmes féministes qui défendent l'idée qu'une femme puisse être en sécurité en France et librement. On a 15 jeunes qui viennent pour s'assurer de leur sécurité et qui n'avaient pas prévu d'intervenir, sauf si ça déborde et sauf si elles leur demandent de l'aide. Ils se mettent dans une rue adjacente et là, on a une quarantaine d'antifas, cagoulés, masqués, armés, qui prennent tout ce qu'ils trouvent dans la rue, immobilier urbain, pour venir les attaquer par surprise. Vous voyez, même sur le côté prémédité, on peut se demander, comment ils savaient que ces jeunes militants étaient dans une rue adjacente, pourquoi ils les attaquent par surprise. Donc il y a vraiment la notion de guet-apens. Ils arrivent, ils les attaquent, et de ce que me disent les témoins, aucun n'a véritablement répondu. Ils ont répondu par la fuite. Parce que parfois, dans ces moments-là, la meilleure défense, c'est de fuir. Et lorsqu'ils fuient, 3 jeunes se font attraper, dont... Après, ils ont pris la fuite parce que non seulement ils ont perdu leur 10 contre 10, mais ils ont juste... ils ont perdu, quoi. Ils ont perdu. Tu veux que je te dise quoi, mon gars? Quentin, qu'on retrouve lynché au sol ensuite. Et tous les témoignages sont cohérents. Et il y a une chose qui ressort, c'est qu'on a 15 personnes qui ont bel et bien vu Jacques-Élie Favreau, qui est le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud, qui était bel et bien présent. Et je vais vous dire, j'ai même un témoin qui m'affirme, après charge à lui, mais c'est sa version, qui m'affirme avoir vu Jacques-Élie Favreau porter des coups à Quentin. Donc là, on dépasse, on va encore plus loin que certains témoignages. On est véritablement sur un lynchage dont le meneur était l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Il y aura une conférence de presse du procureur pour le moment. Attends, mais le témoin en question, si on parle d'un témoin, on parle quand même d'un mec qui a participé à cette rixe, en fait. Enfin... Genre, c'est... Je comprends pas, là. C'est ça, sa source? Sa source, c'est un mec qui a participé à la rixe. Vraiment, genre, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, mais bon. Il n'y a aucune interpellation et Sabrina Birlin, qui est avec nous, va nous donner des informations sur l'enquête qui est en cours. Nous sommes d'accord, Sabrina, que je salue. Bonjour Sabrina. Bonjour Pascal. Nous sommes d'accord que pour le moment, il n'y a aucune interpellation. À notre connaissance, il n'y a toujours pas d'interpellation. Le procureur de la République de Lyon tiendra une conférence de presse à 15h où il donnera d'autres éléments puisqu'il dit que l'enquête, elle progresse grâce à plusieurs témoignages significatifs, toujours avec l'objectif d'identifier au plus vite les auteurs directs des violences. Merci Sabrina. Le profil évidemment de Quentin, vous le connaissiez, vous connaissiez sa famille a demandé, et on respectera évidemment le vœu de sa famille, une grande discrétion sur ce qu'il était. Il était militant, il est parfois présenté comme un militant d'extrême droite et je ne pense pas qu'il appartienne à aucun mouvement d'extrême droite. Non, il est catholique, donc il est forcément présenté d'extrême droite. Je dois dire un mot parce qu'il faut insister. Oh là là, mais la réécriture du récit, putain. Là-dessus, ça s'est peut-être pas suffisamment reflété. On a quand même une famille qui est dans une dignité absolue. Pour ne pas dire total. Moi, j'ai vu les amis, j'ai vu tous ceux qui ont assisté à la messe à l'église Saint-Georges, où Quentin était à la paroisse, membre de la chorale. C'était quelqu'un qui était extrêmement bon et bienveillant, qui aidait les pauvres, les plus nécessiteux, qui faisait des maraudes, qui apportait de la nourriture à des SDF, qui leur venait en secours, qui leur proposait des abris. C'est ce profil-là, Quentin. C'est un jeune qui aimait la philosophie, qui jamais de sa vie ne s'imaginait être impliqué dans une telle affaire de violence. Et c'est d'ailleurs ce qui me choque dans le portrait de lui qui est dépeint, qui est présenté comme un nazi. Mais parce que vous savez très bien, aujourd'hui, on nazifie n'importe qui. Vraiment, faut souligner peut-être les deux France auxquelles on a affaire. Vous avez une France qui, sur laquelle Jean-Luc Mélenchon allume une étincelle qui a 2 doigts de s'embraser, parce que vous avez eu Thomas, vous avez eu Lola, vous avez eu Philippine, aujourd'hui Quentin, mais mine de rien, je sais pas comment c'est fait. Alors attends, Thomas de Crépol, Lola, Philippine, quel rapport avec Jean-Luc Mélenchon?
Mais les gars, c'est quoi le rapport avec Jean-Luc Mélenchon? C'est quoi le rapport, genre? Mais ce mec est malade! Mais il est fou, quoi! C'est waouh! C'est faux encore pour rester extrêmement calme face à tout ça, à ne pas s'embraser, à ne pas s'insurger. Mais je trouve que ça tranche quand même littéralement quand vous avez d'autres affaires où on a des émeutes, où on voit la maman en quad dans les quartiers. On n'a pas vu ça du côté de la France de Quentin. Et c'est assez impressionnant sur place de voir cette dignité absolue. Attends, mais quand il dit la maman en quad, attends, comment ça la maman en quad? Me dis pas qu'il parle de l'affaire de Naël. Me dis pas qu'il parle de la daronne de Naël qui était en deuil. Non, me dis pas ça, s'il te plaît. Me dis pas qu'il a osé. Ah, c'est un fils de pute. Ah, c'est un fils de pute. Ah, il a osé dire ça, wesh. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais quel idiot ce... Je l'écoute rarement, ce gars. Hein. Je l'écoute rarement. Hein. Et heureusement que je l'écoute rarement, hein, putain. Vous avez absolument raison de souligner ça. C'est vrai que cet espace médiatique, et on en parle chaque matin, nous interroge. La une de Libération est significative. Ce matin, et on verra tout à l'heure, vous voyez, mort de Quentin, la violence politique jusqu'au meurtre. C'est pas la violence politique, c'est la violence de l'extrême gauche. C'est l'éditorial. Il parle de rixe entre bandes rivales. Oui, Oui, c'est... On est lundi, hein. Ouais. C'est encore une rixe, on est lundi. Pas de Thomas Legrand, quand même. Oui, mais vous verrez tout à l'heure... Putain, en plus, le truc, c'est que la réécriture de l'histoire, les mecs, elle va être entreprise par les médias, mais aussi par le gouvernement. Parce que le gouvernement va passer sa semaine à répéter que c'était pas une rixe. C'était un lynchage. Le mec, il était isolé. Il s'est fait tabasser. Alors que dans une rixe, on le sait tous, les gars, dans une rixe, il y a toujours des groupes. Il y a toujours un groupe, pardon. Je sais pas moi, ils sont 15. Bah là, il y avait 12 personnes qui sont parties. Ils sont partis, ils ont pris la fuite, ils ont abandonné leurs camarades. 3 personnes sont isolées de leur bande, se font tabasser la gueule. Mais là, on te parle de lynchage. À la base, c'était une rixe. Mais là, CNews va nous dire que c'était pas une rixe. Le gouvernement va nous dire que c'était pas une rixe. Il y a les caméras qui parlent et qui disent que c'était une rixe, mais bon. Pour arranger le narratif du gouvernement et de l'extrême droite, ils vont tous te dire que c'était pas une rixe. Vous allez voir les mecs, c'est fini les gars, et ils vont gagner à ça. Et le problème c'est qu'ils vont sortir vainqueurs de ça. Parce que comme je l'ai toujours dit, le français moyen, qui n'a pas le temps de se politiser à la mort, il va rester en surface, il va même pas comprendre comment il racontait l'histoire, il va se dire « Oh, Raphaël Arnaud, Mélenchon, ils sont liés, ils sont copains, non, je voterai pas pour ces mecs-là. Nah, ils sont trop méchants pour moi. » Frère, c'est n'importe quoi, hein, c'est... Ah, les flics savaient qu'ils allaient se taper et n'ont rien fait, mais c'est pareil les mecs, Lyon, c'est littéralement la ville épicentre des groupes radicaux. Voilà, des groupes radicaux, antifascistes, fachos, ils se tapent dessus, c'est pas la première fois qu'on en parle à la télé. Mais là, Crary, Rima Hassan à Lyon, ça, le gouvernement s'est pas dit, vas-y on fait un bail. Vas-y on fait quelque chose pour sécuriser la zone. Ouais, rien, genre, c'est normal. C'est normal. Très bien. Ah, complètement d'accord avec toi, Dofla, ça me donne la gerbe, le traitement médiatique. Ouais, c'est, ben les gars, c'est, en fait, c'est le truc, c'est que là, on est sur CNews, donc là, c'est classique. Mais hier, on avait écouté LCI. LCI, ils sont sur la même ligne éditoriale que CNews. Et on n'a même pas écouté BFM TV, et je suppose que ça va être la même chose. La trinité des médias va incriminer, la France Insoumise. C'est fini, frère. C'est fini, gros. C'est fini. Genre là, il faut porter un contre-discours qui va dépasser même les médias pour tomber dans les oreilles des citoyens français pour dire, regardez, ces mecs-là apportent un mauvais discours, réinventent l'histoire, réinventent le narratif, c'est pas normal, réfléchissez mieux. Réfléchissez mieux. LCI avec Bompard, c'était ouf. Ah, on l'a écouté hier en stream, les mecs. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, hein, mais... Manuel Bompard, c'était ce qui s'est passé hier sur LCI, c'était une garde à vue, frère. C'était l'accusé, 5 procureurs, des journalistes qui se font passer pour des juges. Mec, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. J'ai vu le tweet de Juan Branco. Oui, j'ai vu le tweet de Juan Branco. On m'a branlé ce mec-là. Quand j'ai vu le tweet de Juan Branco, qu'est-ce qui le différencie de Bardella? Qu'est-ce qui le différencie de Bardella, Juan Branco? Les mêmes éléments de langage. Frère, vous m'avez branlé ce mec. Alors je ne dis pas tout mon chat, mais il y a certaines personnes de mon chat qui m'ont branlé cet individu. Genre, what the fuck? C'est quoi ce délire? Nous verrons comment l'espace médiatique, comment le journal de France 2 a traité l'affaire Clément Méric en 2013.
Et c'est absolument sidérant de voir comment ça a été traité. Je rappelle que Clément Méric était un militant d'extrême gauche qui avait été battu à mort par des jeunes skinheads. Je vous propose de voir le portrait effectivement de Quentin qui va dans le sens que vous disiez, Inès Alicane. À 23 ans, Quentin était étudiant en mathématiques. Un jeune homme décrit comme studieux, passionné de philosophie et amateur de tennis. Originaire de Vienne en Isère, il s'était installé à Lyon pour ses études. Ces dernières années, son entourage raconte surtout une évolution spirituelle marquante. Quentin s'était converti au catholicisme lors d'un rassemblement organisé à la place de la Sorbonne à Paris. Son ami se souvient. Curieux et toujours désireux d'aider les camarades. Les gars, ouais, on n'entend rien, frère. Lui, là, on le voit avec un casque de moto. Il était revenu sur les lieux où Quentin a été tué. Il était avec Vincent Lapierre, je crois. Il était avec Vincent Lapierre et d'autres personnes qui étaient cagoulées. Cagoulées, on se pose la question de pourquoi ces mecs-là étaient cagoulés. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Épaulettes, veste en cuir, casque de moto, c'est suspect. C'est suspect. Enfin, bref. Ce jeune homme français, on va me traiter de fou après. Radical dans sa foi, avec un sens de la justice aiguisé. Juger ce jeune français auquel nous aimerions tous ressembler. T'entends rien, frère. Ta fidélité, ta droiture et ton amour des tiens resteront gravés en nous. Engagé politiquement, militant identitaire, proche du collectif Némésis, il assumait ses convictions nationalistes. Quelqu'un qui était engagé pour ses idées, qui était catholique, qui a converti sa famille, qui a un parcours extrêmement pieux. Attends, mais converti sa famille. Converti, genre, ils étaient athées de base, agnostiques, et ils les ont convertis. Il a converti sa famille au catholicisme. Est-ce que c'est vrai ça, putain? Est-ce que c'est vraiment vrai, genre? Comment ça converti? Mais vous voyez, les gars, hier, je disais la même chose aussi, hein. Tout ce narratif autour aussi de la religion, le catholicisme, les antifas, ce sont les... en gros, les antifas, ce sont les anticléricaux qui sont à fond contre la religion catholique. Pas toutes les religions, mais les antifas sont hostiles envers la religion catholique, alors que je pense que c'est faux. Tu peux être anticlérical, mais pas forcément anti-catholique, genre qui porte un discours de haine, un discours engagé contre le catholicisme. C'est faux, frère. Est-ce que Jésus n'était pas antifasciste au final? Il faut se poser la question de est-ce que Jésus n'était pas antifa? Allez leur poser la question à des Stanislas, porte-parole de je sais pas quoi, genre. Intéressant. Attention, attention. Il y a extrêmement peu de pratiquants du christianisme en France. T'inquiète pas que je serai là pour redonner du buzz au catholicisme. Ah non, mais en fait, je suis pas de droite, les gars. Hein. Je veux redonner du buzz. Mais Bellec, je suis pas de droite, hein. Ah, je suis mort. Du bien commun qui s'est fait lyncher par l'extrême gauche. Donc Quentin... Ils aiment bien ce narratif, hein. Lyncher, le mot est important. Hein. Au-delà des engagements, c'est avant tout le souvenir d'un étudiant sérieux, d'un ami fidèle et d'un croyant investi qui demeure. Richard Millet. Je sais bien qu'on est dans la civilisation des prénoms, mais il y a une chose qui me gêne, c'est pourquoi on ne donne pas le nom de famille de Quentin, puisqu'on parle de lui. Pourquoi? Il est plutôt interdit. Il est donné... Il était dans le Parisien. Oui. En général, on ne donne pas le nom de famille des victimes. Si vous regardez les différents dossiers, on donne... Clément Méric, donner le nom. Non, mais vous avez raison. C'est pas que dans ce dossier-là, il y a beaucoup d'affaires où le nom des victimes... Bon, t'as pas une meilleure intervention, papy, là? Ils s'en bat les couilles, frère. Et vous avez parfaitement raison. Et Il n'a pas envie de voir son nom. Alors, c'est vrai qu'il y a une demande de la famille d'une très grande discrétion, pour laquelle, évidemment, on peut avoir toute la compassion du monde. Monsieur Glucksmann a pris la parole, je vous propose de l'écouter. Oh non, Glucksmann, oh non. Rien ne justifie la mort pour un engagement politique. Rien. Et quand on voit les images absolument révoltantes de son agression mortelle, quand on voit des gens qui viennent et qui tabassent un homme au sol, un jeune homme au sol, eh bien, on est pris par le dégoût, par la révolte, par l'indignation, par la colère. Et moi, je vais vous le dire, il n'y a rien d'antifasciste dans ce qui s'est passé. On ne lynche pas, on ne tue pas en démocratie. Et ce que cela révèle, c'est une montée des violences qui peut emporter notre République dans l'abîme. Et donc l'appel que je lance, c'est
Ayons conscience, nous, Français, de la chance que nous avons. Nous vivons dans une démocratie où nous pouvons exprimer nos points de vue, où nous pouvons contester le gouvernement, où nous pouvons accuser le président, où nous pouvons vivre libres. L'espace médiatique, et je vous en parle ce matin, un étudiant lyonnais nationaliste et fidèle de paroisse traditionnaliste. Est-ce que vous trouvez que c'est une manière de parler d'un jeune homme qui est mort et qui a été lynché? Je prends les uns et les autres à témoin. Est-ce que c'est le souci, si j'ose dire? Est-ce que c'est le problème de le qualifier comme ça? Non, mais parce qu'elle est trop courte. Je pense que c'est infamant. Oui. Je pense qu'on va... Le jeune homme, il est mort, c'est un drame. Mais pour moi, ce drame, il n'est pas tombé du ciel. Les gars, il arrive dans un climat explosif. On sait que le gouvernement ne fait rien pour protéger déjà les loges. On dit ça, les loges. Les loges des députés. Casse-toi Raphaël Laglu. Putain, mais vous avez le seum contre Raphaël Glucksmann, mais il faut pas avoir le seum que contre lui, les gars. Hein. En plus, moi, je pensais que les... J'ai pas encore écouté Sandrine Rousseau, mais je sais qu'elle a parlé ce matin, je crois. Mais pour moi, les gars, il faut que les partis de gauche se soudent. Même le NPA, je sais pas s'ils ont fait un communiqué par rapport à ça. Même les partis de la gauche radicale doivent soutenir en quelque sorte LFI qui se prennent une offensive des médias. C'est pas normal, les mecs, hein, c'est pas normal. C'est les loges maçonniques, non, je rigole. Les locaux, merci. Sandrine Rousseau, ok, on va écouter tout à l'heure, les mecs. Hein, j'ai envie de l'écouter, Sandrine Rousseau. Mais ce climat-là, il est alimenté par le collectif Némésis qui a des méthodes. Les gars, je suis désolé, hein, même les méthodes de Némésis sont comment dire, ne sont pas admises, une méthode, ne sont pas admises par des identitaires eux-mêmes. Ils se disent, bon, les filles, vous êtes bien mignonnes, etc. Donne-moi ton snap, envoie tes pieds, mais s'il te plaît, tes méthodes puent la merde. Il faut faire autre chose que des happenings de fils de pute, genre, devant des conférences politiques, en sachant que ça va créer de la tension. Désolé, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre, tout ça. Tu connais, point d'interrogation. Quoi, qu'est-ce qui se passe, les gars? J'ai rien fait, moi, je suis chill, mon gars. Némésis, on le sait tous, on le sait. Elles le savent qu'il y aura de la confrontation, elles le savent. Tu fais une mise en scène politique face à des adversaires déclarés, l'adversaire c'est la gauche, ils vont te dire non, t'es pas le bienvenu à la conférence, cassez-vous, genre, cassez-vous. Tu glisses, j'ai rien fait, chef. Elles aiment jouer avec le feu. En plus, ce qui me rend fou, les gars, c'est qu'elles jouent avec le feu. C'est des filles qui sont pas en première ligne. Donc, vous savez très bien qu'il y a des mecs qui vont pas lever la main sur des filles. Bon, il y a des filles parfois qui se tapent entre autres filles, etc. Il y a très peu d'hommes qui frappent des filles aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mecs qui sont envoyés au casse-pipe. Il y a un mec qui, dans le chat, qui l'a dit très bien. Ces meufs-là prennent très peu de risques. L'extrême droite se pose en victime après ça. Ensuite, ils viennent te dire ils te parlent de guet-apens. À la base, Némésis arrive à 10, plus les mecs qui viennent à 15. Mais on te dit derrière que c'est un guet-apens 1 contre 15. Par pitié, genre, on se fout de la gueule de qui, genre? On se fout de la gueule de qui? Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est n'importe quoi, genre. C'est n'importe quoi. Mais bref, venez, on écoute. Il me reste encore quoi? Il me reste encore Éric Nolot qu'on n'a pas écouté. Dénier l'étiquette de nationaliste. On pense que c'est infamant de fréquenter des nationalistes. C'est pas du tout infamant. Éric Nolot, ça va plus loin que ça, dites-vous. Ça va beaucoup plus loin que ça. Même les propos de M. Glucksmann, c'est dans le bon sens, mais c'est très insuffisant. Moi, j'ai consacré un pamphlet à M. Mélenchon pour expliquer d'où vient le mélenchonisme et où il mène. Eh bien maintenant, nous le savons, le mélenchonisme mène au meurtre en Réunion de Quentin. Il y mène par la glorification incessante de la violence, par la glorification incessante de la jeune garde. M. Mélenchon les a présentés comme son service d'ordre, des braves garçons démocrates. Et c'est l'aboutissement également de la starification de Rima Hassan, qui ne vous parle jamais de problèmes français ou européens, qui est là en tant que représentante du Hamas, en quoi elle voit un mouvement de résistance populaire et tout à fait Mais ça, c'est de la merde, ça. Désolé, mais... Excusez-moi les gars, hein, les rares discours que j'ai écoutés de Valérie Hayé, donc députée européenne macroniste, quand t'as des députés européens qui viennent parler, ils parlent de l'Union européenne. Député européen, ça parle de l'Union européenne, genre. Elle va pas venir à la télévision pour parler des problèmes des Français. Laisse ça aux députés français, genre. C'est pas possible. Et puis, excusez-moi, hein, si on plonge un petit peu dans l'historique de Rima Hassan, il y a forcément des moments, les mecs. Il y a forcément des moments où elle parle de la France, pitié, genre... c'est n'importe quoi. Hein. Merci Kaleo pour le sub, merci. Un an de sub, merci mon gars. Et voilà le résultat.
C'est quoi ces bêtises? Vous désignez toute personne qui n'est pas d'accord avec vous comme un fasciste, et avec un fasciste, on ne discute pas, on le tue. Voilà où nous en sommes. Moi, je vous le dis franchement, je pense, j'attends les résultats de l'enquête, mais que la question de la légalité de la France insoumise se pose aujourd'hui. Ce parti a largué les amarres, il est dans une logique révolutionnaire, il est ailleurs. Les propos, les fake news d'hier, le négationnisme en direct par M. Mélenchon et ses amis sur toutes les ondes de France et de Navarre, c'était absolument écœurant. Donc la légalité, pour moi, se pose. Je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que dans les influenceurs qui existent, et je veux vraiment pas faire de polémique, mais M. Apathy qui fait 10 tweets sur CNews et sur Laurence Ferrari ou sur Sonia Mabrouk. Oh, faudra écouter l'édito de Jean-Michel Apathy ce soir, les mecs. 19h30, soyez au rendez-vous. Il est déjà 17h. Je pense que pour passer le temps, quand on va écouter les différents antagonistes sur le meurtre de Quentin, je pense que je vais me lancer quelques games de League of Legends. Et 19h30, on revient sur la politique. Il y a 2 épisodes de Dexter. Je crois que je vais faire un stream de 6h, les mecs. Aujourd'hui, ce sera un stream de 6h. Je vais pas dormir aujourd'hui, je vais pas dormir. Pas de sieste, rien du tout, frère. Sur ce qui se passe, ou sur Jean-Marc Morandini, j'observe qu'il a fait 3 lignes. Sur ce qui arrive, et c'est intéressant parce qu'il représente, voilà, il a simplement dit rien ne peut justifier la mort de Quentin, ceux qui l'ont frappé et fait mourir doivent y rendre des comptes devant la justice. Et on a affaire à des nazis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je le cite lui? Parce qu'il est représentatif d'un certain courant, d'une certaine influence. C'est un influenceur important de la société française, comme cette émission Quotidien qui reçoit en majesté les gens de la France insoumise, en majesté. C'est-à-dire qu'on reçoit... Quotidien qui reçoit des membres de la France insoumise? Attends, il va citer qui là? Soit Rima Hassan, c'est le groupe TF1. Rima Hassan chez Quotidien? Hein? Rima Hassan, Quotidien? Ah bon? J'ai jamais vu Rima Hassan chez Quotidien, moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est vrai, ça? Mais comment ça, Quotidien est pote avec LFI? Genre, Quotidien déteste la France insoumise. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qui a sorti d'ailleurs cette vidéo, et c'est très important. Le groupe TF1 a sorti cette vidéo. Même si, effectivement, et ça a changé. Donc, je disais que TF1 avait moins parler de ce qui s'est passé à Lyon que d'Axel Préti, ce qui était une réalité, mais les choses ont changé ce week-end et TF1 a eu raison, évidemment, de sortir cette vidéo. Elisabeth Lévy. Je veux dire, il y a une chose qui me frappe, c'est que le carburant quand même initial humain, je veux dire, de tout ça, c'est pas forcément la haine, je sais pas quoi, c'est la bonne conscience. Il y a de la haine, il y a tout ce que vous voulez. La bonne conscience, la certitude absolue d'être dans le bien. Je pense que ces gens pensent vraiment qu'ils combattent le fascisme. Non, ils ne pensent pas ça. Ils veulent faire la révolution. Ils veulent faire la révolution. Ils ont théorisé la révolution par la violence. Mais attendez, par ailleurs, je voulais... C'est faux aussi. Ils ont théorisé la violence. Ils ont théorisé la révolution dans les urnes. Pas par la violence. Il dit n'importe quoi, encore une fois, mon gars. Donc là, regarde ce que j'ai trouvé. Attends, je vais cliquer dessus. Il dit n'importe quoi. Je vais vous répondre. Moi, je crois que c'est un problème de s'en remettre à l'interdiction, parce que si on a besoin d'interdire, c'est que c'est trop tard. C'est que c'est foutu. Sabrina Berlin voulait réagir sur Sabrina Berlin voulait réagir sur la qualification des faits, parce qu'effectivement, le procureur répondra peut-être cet après-midi, mais je crois que la famille souhaite une qualification différente, Sabrina Berlin. Ah, malheureusement, on ne vous entend pas, Sabrina Berlin. Est-ce qu'on peut entendre Sabrina? Tais-toi. Voilà, je vous entends, Sabrina. La qualification des faits. Je disais tout le 13 février, les amis, Jean Messia a tweeté « Il faut exterminer les antifas un par un. Les antifas sont les seuls et uniques nazis aujourd'hui. Il faut les éradiquer. » Eh ben, appel à la violence. Eh ben... Il faut exterminer les nazis. Eh ben... Ça fait que la famille s'est fait entendre via la voix de son avocat et demande une requalification des faits parce qu'à ce stade, l'enquête est en cours pour les chefs de coups de mortels aggravés, en plus des violences aggravées ayant entraîner la mort sans intention de la donner. Et c'est là le cœur de la question, le caractère intentionnel. La famille de Quentin, elle demande la requalification en meurtre, en bande organisée meurtre, pour justement signifier le caractère intentionnel. Ces hommes qui ont frappé à mort Quentin, avaient-ils l'intention de le tuer? Avaient-ils une intention d'homicide?
Pour la famille, cela semble évident, vu la violence de l'agression et puis les coups portés par ce groupe d'individus alors que Quentin gisait au sol. Alors le procureur aurait pu ouvrir une enquête plus large avec cette qualification de meurtre en bande organisée afin de couvrir toutes les hypothèses. Il ne l'a pas fait, du moins pas pour le moment, puisqu'il peut encore changer cette qualification juridique des faits avant le renvoi devant le juge d'instruction. Voilà, sur la requalification, les mecs, on est sur homicide volontaire. Donc là, homicide volontaire, c'est pas drôle. C'est perpétuité. Voilà, c'est perpétuité. C'est. Faut voir comment l'enquête va se débloquer derrière. Mais là, on a cette requalification parce que là, il est 9h21. On a écouté la conférence à 16h. Donc là, on a déjà cette requalification. Savoir que la peine encourue pour violence aggravée est de 15 à 20 ans de prison. Pour meurtre en bande organisée, c'est la perpétuité. Merci beaucoup, Sabrina. On aurait presque pu envisager l'assassinat s'il y avait une préméditation. Je dis envisager, on aurait pu aussi. On marque une pause, on écoutera Monsieur Nunez et on ouvrira le dossier de la jeune garde, puisque Monsieur Nunez a ciblé hier la jeune garde, et Gérald Darmanin, avec beaucoup de courage aussi, a dit les choses. C'est intéressant de voir Gérald Darmanin et Laurent Nunez, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, dire les choses. Parce que c'est pas toujours le cas, parfois en Macronie. Mais eux l'ont dit. À tout de suite. Ils se disent pas pourquoi ils le disent de cette manière-là. Mais bref.